Le jour où ma fille a brisé mon cœur devant 300 invités, j'ai compris que le véritable amour maternel transcendait toutes les humiliations. Mon nom est Camille Beaumont. À 65 ans, mon visage porte les marques d'une vie qui n'a pas toujours été tendre avec moi, mais mes yeux conservent cette détermination qui m'a maintenu debout, même dans les moments les plus sombres. J'étais professeur de littérature à la Sorbonne pendant plus de 30 ans. Les grandes tragédies françaises étaient ma spécialité. Racine, Corneille. J'ignorais alors que ma propre vie rivaliserait un jour avec leurs œuvres en intensité dramatique. Mon appartement à Saint-Germain-des-Prés est un refuge de livres et de souvenirs. Les premières éditions de Proust côtoient les photos de famille sur les étagères en acajou que mon père avait installées lui-même. Cet appartement raconte mon histoire, notre histoire, celle d'une famille brisée puis reconstruite d'une façon que personne n'aurait pu imaginer. Antoine, mon ex-mari, était un homme ambitieux lorsque nous nous sommes rencontrés à l'université. Il étudiait le droit des affaires quand je poursuivais mon doctorat en littérature. Nous étions jeunes, passionnés, convaincus que notre amour résisterait à tout. Les premières années furent merveilleuses. La naissance de Lucien, notre premier enfant, semblait avoir cimenté notre union. Puis vinrent les difficultés à concevoir un deuxième enfant. 3 fausses couches m'avaient même presque convaincu d'abandonner ce rêve. Mais finalement, la joie. J'étais enceinte de jumelles. La grossesse fut difficile. Alitée pendant les 4 derniers mois, je passais mes journées à lire et à imaginer la vie de mes 2 filles. Antoine semblait distant, préoccupé par son entreprise immobilière naissante. Je mettais son comportement sur le compte du stress. Quelle naïveté! Les jumelles naquirent un matin de printemps. Juliette, l'aînée de 6 minutes, et Amélie, sa sœur cadette. 2 petites filles, identiques, aux yeux bleu clair, qui n'allaient pas s'assombrir avec le temps, pour devenir de ce vert profond, si caractéristique de la famille de ma mère. Ces premiers mois avec elle restent gravés dans ma mémoire, comme les derniers moments de bonheur pur que j'ai connus pendant longtemps. C'est Mathilde, ma meilleure amie depuis l'école, qui m'alerta la première. Elle avait aperçu Antoine avec une femme plus jeune dans un café près de la place Vendôme. J'ai refusé d'y croire. Antoine m'aimait. Il nous aimait, mes filles et moi. Mais les absences se multipliaient. Les nuits au bureau devenaient plus fréquentes. Puis un soir, en rentrant à l'improviste d'une visite chez ma tante Victoire, j'ai trouvé sur notre répondeur un message qui n'était pas destiné à mes oreilles. La voix féminine parlait d'un week-end à Nice, loin de l'ennuyeuse professeure et ses bébés braillards. Cette voix appartenait à Sylvie Moreau, une ancienne étudiante d'Antoine devenue sa collaboratrice. Elle avait 15 ans de moins que moi, un rire cristallin et cette légèreté que j'avais perdue dans les livres et les responsabilités. La confrontation fut terrible. Antoine ne nia pas. Il semblait presque soulagé que tout soit révélé. « Tu ne vis que pour tes livres et maintenant pour ces bébés » m'accusa-t-il. Sylvie me fait sentir vivant. 1 mois plus tard, il demandait le divorce. Ce qui suivit fut une bataille juridique acharnée pour la garde des jumelles. Le juge, sensible à mes arguments sur l'importance de ne pas séparer des jumelles, m'accorda la garde principale avec des droits de visite pour Antoine. Je pensais avoir remporté cette bataille, ignorant que la guerre ne faisait que commencer. C'était un dimanche d'automne. Antoine devait ramener les filles après un week-end chez lui. J'attendais, préparant leur dîner préféré. 16h, 17h, 18h, aucune nouvelle. À 20h, folle d'inquiétude, j'appelais la police. Antoine ne répondait pas à son téléphone. Son appartement était vide. Sa secrétaire, interrogée le lendemain, affirma qu'il avait pris un congé imprévu. Il avait disparu avec Juliette, laissant Amélie dans sa poussette devant ma porte avec un mot glacial. « Une seule fille nous suffit. Prends soin d'elle. » Les années qui suivirent furent un cauchemar de procédures judiciaires, de détectives privés et de faux espoirs. Antoine et Sylvie avaient quitté la France. Ils étaient passés par la Suisse, puis l'Espagne, avant de disparaître complètement. J'épuisais mes économies et hypothéquais l'appartement pour financer les recherches. Pendant ce temps, j'élevais Amélie seule, lui parlant chaque jour de sa sœur jumelle, lui montrant les photos des premiers mois, lui promettant que nous la retrouverions. Lucien, mon fils aîné,
souffrit terriblement de cette situation. À 10 ans, il devint renfermé, en colère contre son père, contre le monde. Je me souviens de ses cauchemars, de ces questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Pourquoi papa a-t-il pris Juliette et pas moi aussi ? Me demandait-il parfois. Comment expliquer l'inexplicable à un enfant ? Les années passèrent. Amélie grandit, brillante et sensible, avec ce vide inexplicable que ressentent souvent les jumeaux séparés. Elle excellait en littérature, comme moi, mais possédait aussi cette détermination que j'avais perdue. À 18 ans, elle m'annonça qu'elle étudierait le droit pour retrouver Juliette et faire payer ceux qui nous ont séparés. Je ne l'avais jamais vue aussi résolue. Ce fut Philippe Girard, un ami devenu détective après une carrière d'avocat, qui nous apporta la première piste sérieuse en 15 ans. Un ancien collègue d'Antoine l'avait aperçu à Lyon. Il dirigeait désormais une agence immobilière prospère sous un nom légèrement modifié. Et il avait une fille qui lui ressemblait étrangement, inscrite dans une école de mode prestigieuse. Nous avons agi avec prudence. Philippe se rendit à Lyon et confirma, c'était bien Juliette. Elle avait 20 ans, les mêmes yeux verts qu'Amélie, mais une assurance et une froideur qui n'appartenaient qu'à elle. Plus troublant encore, elle semblait ignorer mon existence. En enquêtant discrètement, Philippe découvrit l'impensable. Antoine et Sylvie lui avaient en effet croire que j'étais morte en donnant naissance à elle et Amélie, et que sa sœur jumelle n'avait pas survécu non plus. Cette révélation me brisa. Comment avait-il pu ? Comment une mère pouvait-elle être effacée ainsi de la vie de sa propre fille ? Amélie voulait confronter sa sœur immédiatement, mais je l'en dissuadai. Le choc pourrait être trop violent. Nous devions procéder avec délicatesse. Philippe suggéra d'attendre une occasion, un moment où la vérité pourrait émerger naturellement. Cette occasion se présenta 5 ans plus tard, quand Juliette annonça ses fiançailles avec Marcel Dubois, fils d'une famille influente de Lyon. Par un étrange coup du destin, la mère de Marcel, Céline, était une ancienne camarade de promotion. Elle me reconnut lors d'une visite discrète que je fis à Lyon. Son visage pâlit comme si elle avait vu un fantôme. Elle savait. Elle avait toujours su. Antoine m'a fait promettre de ne jamais révéler la vérité, avoua-t-elle plus tard, autour d'un café dans un restaurant discret de la Croix-Rousse. Il a prétendu que tu avais renoncé volontairement à Juliette, que tu préférais Amélie. Ses yeux étaient pleins de remords. Je n'ai jamais cru cette histoire, mais je ne voulais pas bouleverser la vie de cet enfant. Pardonne-moi, Camille. C'est ainsi que naquit notre plan. Un plan qui culminerait lors du mariage de Juliette, un événement que je financerais entièrement, avec l'aide d'Amélie qui venait d'hériter de la fortune de ma tante Victoire. 80 000 $ pour créer le mariage parfait, où la vérité éclaterait enfin au grand jour. Je n'imaginais pas que Juliette, ma propre fille, celle que j'avais portée, allaitée, aimée au-delà de tout, me briserait le cœur avant même que je puisse lui révéler qui j'étais vraiment. Debout dans sa magnifique robe blanche, levant son verre de champagne, elle prononça ces mots qui résonnent encore dans mes nuits sans sommeil. Je tiens à remercier ma vraie mère, et son doigt pointa vers Sylvie, assise en robe turquoise, un sourire triomphant aux lèvres. La douleur fut si vive que je crus m'évanouir, mais quelque chose en moi se raffermit, une force ancienne, primale, celle d'une mère à qui on a tout pris et qui n'a plus rien à perdre. Je me levai lentement, consciente des regards qui convergeaient vers moi. Philippe me tendit discrètement la télécommande du projecteur, installé pour la soirée. Un simple clic suffirait à projeter les images que nous avions préparées. Des images qui changeraient à jamais le cours de nos vies. Vous vous demandez sans doute d'où je trouve la force de vous raconter cette histoire. Je viens de Paris, mais mon âme a voyagé à travers des territoires de souffrance que peu ont explorés. Ce jour-là, au château de Rocheville, j'ai fait face à ma plus grande peur et à ma plus grande douleur. Mais qu'ai-je fait exactement devant tous ces invités? Comment a réagi Juliette en découvrant la vérité? Quelle a été la réaction d'Antoine et de Sylvie lorsque leur mensonge de 25 ans a volé en éclats? J'ai appuyé sur le bouton du projecteur, mais j'ai hésité une fraction de seconde. Cette seconde qui sépare l'ancienne vie de la nouvelle, le mensonge de la vérité. Mes doigts tremblaient légèrement, non par peur, mais par l'émotion de ce moment que j'avais imaginé des milliers de fois. Tout avait commencé 8 mois plus tôt.
quand Philippe m'avait appelé un mardi pluvieux de novembre. Sa voix trahissait une excitation qu'il tentait de contenir. « Camille, Juliette va se marier. C'est officiel, l'annonce paraîtra dans le Progrès de Lyon ce week-end. » Mon cœur s'était arrêté. Ma fille, ma Juliette, allait se marier sans même savoir que j'existais. J'ai dû m'asseoir, le combiné tremblant contre mon oreille. « Qui est-ce » avais-je demandé dans un souffle. « Marcel Dubois, fils de Henri et Céline Dubois, une famille d'avocats sur 3 générations. Le père siège au conseil municipal de Lyon. Céline Dubois. » Ce nom avait résonné en moi comme un écho lointain. Nous avions étudié ensemble à la Sorbonne avant que nos chemins ne se séparent. Elle m'avait envoyé une carte quand Antoine m'avait quitté, puis plus rien. Comme tant d'amis qui s'étaient évaporés après mon divorce, incapables de gérer la complexité de la situation, ou simplement choisis par Antoine dans le partage tacite de notre cercle social. Ce soir-là, Amélie était venue dîner dans mon appartement. À 25 ans, elle était devenue une jeune femme remarquable. Brillante avocate spécialisée dans le droit de la famille, elle portait en elle cette détermination tranquille qui me rappelait ma propre mère. Ses cheveux auburn encadraient un visage fin, aux pommettes hautes. Le même visage que Juliette, j'en étais certaine, bien que les photos que nous avions d'elle fussent toujours prises de loin, comme des images volées d'une vie parallèle. « C'est notre chance », avait-elle déclaré après que je lui eus annoncé la nouvelle du mariage. « Nous pouvons enfin la rencontrer, lui dire la vérité. Et si elle nous rejette, si le choc est trop brutal ?» Ma voix trahissait mes années d'anxiété, cette peur constante que ma fille disparue me haïsse pour ne pas l'avoir retrouvée plus tôt. Amélie avait pris ma main, avec cette assurance qui me manquait parfois. « Maman, nous avons attendu 25 ans. Je veux connaître ma sœur, et elle mérite de connaître la vérité sur sa naissance, sur toi, sur nous. » Le plan s'était formé cette nuit-là, autour d'une bouteille de Bordeaux et de vieux albums photos étalés sur la table en chêne. Nous contacterions Céline Dubois. Si elle était la femme que j'avais connue autrefois, elle nous aiderait, ou du moins, elle écouterait notre histoire. La rencontre avec Céline eut lieu dans un petit café de la Croix-Rousse, loin des endroits fréquentés par la haute société lyonnaise. Elle était arrivée, élégante et nerveuse, scrutant le café comme si elle craignait d'être suivie. Quand ses yeux se posèrent sur moi, son visage pâlit. Je me souviens avoir pensé qu'elle avait bien vieilli, contrairement à moi que le chagrin avait marqué prématurément. « Mon Dieu, Camille, c'est vraiment toi » avait-elle murmuré en s'asseyant. « Antoine disait que tu étais partie à l'étranger, que tu avais refait ta vie. » Pendant qu'il racontait à Juliette que j'étais morte, ma voix était calme, mais chargée d'une amertume accumulée pendant des décennies. Céline baissa les yeux vers son café. Je n'ai appris cette version que récemment, quand Marcel a commencé à fréquenter Juliette. Elle lui a parlé de sa défunte mère et de sa sœur jumelle, qui n'avait pas survécu. J'ai su immédiatement que c'était un mensonge, mais je n'ai pas osé. Tu n'as pas osé détruire le monde qu'ils avaient reconstruit pour elle. Avais-je complété, sans animosité? Qui étais-je pour juger? N'aurais-je pas fait de même à sa place? Notre conversation s'était prolongée pendant des heures. Céline m'avait révélé ce qu'elle savait de la vie de Juliette. Brillante étudiante en design de mode, ambitieuse, perfectionniste, mais avec une fragilité cachée, une mélancolie inexplicable qui la prenait parfois. Comme si une partie d'elle-même savait qu'il lui manquait quelque chose, avait commenté Céline. Elle nous avait aussi parlé du mariage prévu au château de Rocheville, un lieu somptueux qu'Antoine avait réservé en faisant jouer ses relations. Sylvie organise tout. Elle a engagé le meilleur traiteur de Lyon, un fleuriste parisien. Rien n'est trop beau pour sa fille. C'est alors qu'Amélie avait exposé notre proposition. Nous voulions financer le mariage, anonymement. Nous ferions passer cela pour un cadeau d'un client reconnaissant d'Antoine, à condition que je sois invitée sous le nom de Marie Laurent, une ancienne collègue d'université de Céline. « C'est de la folie », avait protesté Céline. « Antoine vous reconnaîtra immédiatement. »« Antoine ne m'a pas vue depuis 25 ans, » avais-je répondu. « Mes cheveux sont blancs maintenant, et le temps a fait son œuvre sur mon visage, avec les bonnes lunettes, le bon maquillage, et s'il vous reconnaît malgré tout, alors la vérité éclatera un peu plus tôt que prévu. Mais je préférerais que Juliette l'apprenne dans un cadre contrôlé, pas au milieu d'une scène. » Céline avait finalement accepté,
tiraillée entre sa loyauté envers son futur gendre et ce qu'elle savait être juste. « Marcel aime sincèrement Juliette », avait-elle confié avant de partir. « Mais il mérite de connaître la femme qu'il épouse, sa véritable histoire, sa véritable famille. » Les mois qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs secrets. Amélie avait débloqué l'héritage que lui avait laissé ma tante Victoire, cette vieille dame excentrique qui, avant de mourir, m'avait fait promettre d'utiliser son argent pour réparer ce qui était brisé. 80 000 $ furent transférés sur un compte spécial créé pour l'occasion. Philippe, toujours aussi méticuleux, organisa ma transformation. Un coiffeur discret redessina ma coupe, accentuant mes cheveux blancs au lieu de les cacher. Un maquilleur professionnel m'enseigna comment modifier subtilement les traits de mon visage. Des lunettes à monture épaisse complétaient ce déguisement simple mais efficace. Mathilde, ma fidèle amie depuis toujours, m'accompagna à choisir la tenue parfaite, quelque chose d'élégant mais pas tape à l'œil. « Tu dois te fondre dans la masse des invités », me conseilla-t-elle, tout en étant assez distinguée pour justifier ta présence à la table d'honneur. Notre choix se porta sur un tailleur en soie bleu pâle, avec un collier de perles que mon père m'avait offert pour mes 30 ans. Simple, classique, presque anonyme, parfait pour une femme que personne ne remarquerait jusqu'au moment crucial. Pendant ce temps, je m'immergeais dans la vie de ma fille disparue. Philippe avait rassemblé un dossier complet, ses études, ses amis, ses habitudes. Je savais qu'elle prenait son café avec 2 sucres et jamais de lait, qu'elle collectionnait les foulards vintage, qu'elle dessinait merveilleusement bien, un talent qu'elle tenait sans doute de ma mère. Chaque détail était comme une pièce d'un puzzle que je reconstituais patiemment, essayant de combler 25 années d'absence. J'avais également commencé à assembler les preuves que nous révélerions le jour J. De vieilles photos des jumelles bébés, soigneusement préservées. L'acte de naissance original mentionnant jumelles. Le jugement du tribunal m'accordant la garde. Le rapport de police sur la disparition. Tout cela fut numérisé, organisé en une présentation sobre mais implacable dans sa vérité. Un soir de février, alors que la neige tombait doucement sur Paris, Amélie était venue me retrouver à la librairie des rêves, le refuge de Mathilde, où je passais souvent mes soirées. Assise entre les étagères, croulant sous les livres anciens, nous avions discuté des détails finaux. « J'ai rencontré Marcel aujourd'hui », m'avait-elle annoncé. « Pour une consultation juridique, il ne sait pas qui je suis, bien sûr. Comment est-il » avais-je demandé. Avide de connaître l'homme qui allait épouser ma fille. Intelligent, intègre, il pose les bonnes questions. Elle avait hésité. « Il aime vraiment Juliette, maman. Il parle d'elle avec une tendresse que je n'ai jamais entendue chez les autres clients qui évoquent leur partenaire. Penses-tu qu'il sera de notre côté quand la vérité éclatera ?» Amélie avait réfléchi avant de répondre. « Je pense qu'il sera du côté de la vérité. Ce qui est exactement là où nous voulons qu'il soit. » Mars, avril, mai passèrent dans une frénésie de préparatifs. J'avais pris un congé sabbatique de l'université, prétextant un projet de recherche urgent. En réalité, je me préparais mentalement à la confrontation qui changerait nos vies à tous. Lucien, mon fils aîné, était venu de Bordeaux, où il enseignait l'histoire pour m'aider. À 32 ans, il portait encore les cicatrices émotionnelles de notre famille brisée. Il détestait Antoine, avec une intensité qui m'inquiétait parfois. Mais il adorait Amélie, et l'idée de retrouver Juliette le galvanisait. « Elle doit nous détester pour ne pas l'avoir cherchée », s'était-il inquiété un soir. « Nous l'avons cherchée », avais-je corrigé doucement, pendant des années. Mais comment chercher efficacement quand l'autre parent a tous les moyens de disparaître, de changer d'identité? Elle ne sait même pas que nous existons, maman. Elle croit que sa mère est morte, que sa jumelle est morte, que je... Quoi, au fait? Est-ce qu'elle sait qu'elle a un frère? C'était une question à laquelle je n'avais pas de réponse, et cette ignorance me torturait. Juin arriva, et avec lui la dernière ligne droite avant le grand jour. Céline nous informait régulièrement des préparatifs officiels. Le plan se déroulait parfaitement. Antoine avait accepté le don anonyme avec une facilité qui révélait son arrogance. Sylvie avait engagé les meilleurs fournisseurs, sans se douter que l'argent qu'elle dépensait si généreusement venait de la femme qu'elle avait supplantée. Une semaine avant le mariage, je me rendis à Lyon pour une reconnaissance des lieux. Le château de Rocheville était magnifique,
un joyau architectural du XVIIIe siècle, niché dans un parc aux arbres centenaires. Je m'y promenais comme une simple touriste, mémorisant les issues, les recoins, les endroits stratégiques pour notre révélation. Dans la chapelle attenante où se déroulerait la cérémonie, je m'assis un moment, seul dans la lumière colorée filtrant à travers les vitraux. J'imaginais ma fille remontant cette allée au bras d'Antoine, croyant sa mère morte depuis longtemps. L'injustice de cette situation me serra le cœur avec une violence qui me coupa le souffle. La veille du mariage, nous nous installâmes dans un petit hôtel discret à 10 minutes du château. Amélie, Lucien, Philippe et moi occupions 4 chambres adjacentes. Mathilde nous rejoindrait le lendemain matin, venant directement de Paris. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Comment l'aurais-je pu? Je restais debout près de la fenêtre, regardant les lumières de Lyon scintiller dans la distance. Quelque part dans cette ville, ma fille perdue passait sa dernière nuit en tant que célibataire, entourée d'amis et d'une famille factice, construite sur un mensonge vieux de 25 ans. À l'aube, Amélie me trouva toujours à la même place. Sans un mot, elle me prit dans ses bras et nous restâmes ainsi, mère et fille, unies dans l'attente de ce jour qui ramènerait peut-être notre famille brisée à une forme de complétude. La matinée fut un ballet minutieusement chorégraphié. Coiffure, maquillage, dernières retouches à ma tenue. Philippe vérifia une dernière fois l'équipement audiovisuel qu'il avait secrètement installé dans la salle de réception du château la veille, profitant de son faux statut de consultant en sécurité. À midi, nous étions prêts. Lucien, élégant dans son costume sombre, me serra la main avant de monter dans sa voiture. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, maman, sache que je suis fière de toi, de ta force, de ta persévérance. » Ces mots me donnèrent le courage qui me manquait. J'embrassai Amélie, qui partirait séparément et resterait cachée jusqu'au moment crucial. « À tout à l'heure, ma chérie, quand ta sœur découvrira enfin que tu existes. » Le trajet jusqu'au château me parut à la fois infiniment long et terriblement court. Dans la voiture, Philippe me rappela les détails du plan, mais je l'écoutais à peine. Mon esprit était focalisé sur une seule pensée. Dans quelques heures, je serais face à ma fille, celle que je n'avais pas vue depuis qu'elle était un bébé. Nous arrivâmes au château à 14 heures. La cérémonie devait commencer à 15 heures. Des voituriers en livrée accueillaient les invités, les dirigeant vers la chapelle décorée de fleurs blanches et de rubans de soie. Je montrai mon invitation. Marie-Laurent, amie de la famille Dubois, et suivi le flot des invités élégants. Dans la chapelle fraîche, je m'assis discrètement au fond, du côté de la famille du marié. De là, je pouvais observer sans être vue. Les invités arrivaient par petits groupes, se saluant, s'embrassant, créant ce bourdonnement caractéristique des grands rassemblements. Et puis, je le vis, Antoine, mon ex-mari, l'homme qui m'avait volé ma fille. Il était plus âgé, bien sûr, les tempes grisonnantes, mais toujours ce port altier, cette assurance confiante au point d'en être arrogante. À son bras, Sylvie, resplendissante dans une robe turquoise, ses cheveux blonds coiffés en un chignon élaboré. Elle riait à quelques plaisanteries, inconsciente du drame qui se préparait. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine que mes voisins pouvaient l'entendre. Je baissai les yeux, ajustai mes lunettes et attendis que le couple passe devant ma rangée sans me remarquer. Première étape franchie. La cérémonie fut magnifique, je dois le reconnaître. Quand les portes s'ouvrirent et que Juliette apparut au bras d'Antoine, je crus que mon cœur allait s'arrêter. Elle était si belle, si semblable à Amélie, et pourtant différente. Même visage, mêmes yeux, mais une expression plus dure, plus fermée. Sa robe blanche, une création sur mesure, je l'appris plus tard, mettait en valeur sa silhouette élancée. Ses cheveux, plus clairs que ceux d'Amélie, étaient relevés sous un voile ancien. « Le voile de Sylvie », me dit ma voisine en chuchotant. Je l'observais remonter l'allée, consciente que c'était la première fois que je voyais ma fille adulte. Ses pas étaient assurés, son menton légèrement relevé dans cette expression de détermination que je connaissais si bien, la même que la mienne, la même que celle d'Amélie. Les larmes me montèrent aux yeux, mais je les retins. Ce n'était pas encore le moment. La cérémonie se déroula dans un flou émotionnel. Je vis Marcel, grand et sérieux,
accueillirent Juliette avec une tendresse évidente. J'entendis leurs vœux, leurs promesses d'amour éternel. Je me demandais si Marcel savait dans quelle tempête il s'engageait, si son amour résisterait à la vérité qui allait bientôt éclater. Après la cérémonie vint la réception. Le parc du château avait été transformé en un jardin de féerie avec des lanternes suspendues aux arbres et des tables dressées sous des tentes élégantes. Je me faufilai discrètement, suivant le plan établi, vers la table qui m'avait été assignée, suffisamment proche de la table d'honneur pour voir et entendre, mais pas assez pour attirer l'attention. Céline vint me saluer brièvement, son visage trahissant sa nervosité. « Tout est prêt » murmura-t-elle avant de rejoindre son mari. Je hochai imperceptiblement la tête. Oui, tout était prêt. Le moment de vérité approchait. Le repas fut servi, exquis et raffiné. Je mangeais à peine, mon estomac noué par l'anxiété. Autour de moi, les invités bavardaient, insouciants, inconscients du drame qui couvait. Je ne quittais pas des yeux la table d'honneur où Juliette riait avec Marcel, où Antoine et Sylvie recevaient les félicitations avec la satisfaction de ceux qui ont réussi dans la vie. Puis vint le moment des discours. Le père de Marcel, un homme distingué aux tempes grises, évoqua avec émotion son fils et sa nouvelle belle-fille. Antoine suivit, vantant les qualités de Juliette, ma fille adorée. Sans jamais mentionner sa mère biologique, je serrai les poings sous la table, contenant ma rage. Enfin, ce fut au tour de Juliette. Elle se leva, radieuse dans sa robe de mariée, et remercia les invités d'être venus. Elle parla de Marcel, de leur rencontre, de leur amour, puis elle marqua une pause, comme pour rassembler ses pensées. « Je voudrais maintenant, dit-elle d'une voix claire qui porta dans toute la salle, remercier les personnes qui ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. » Mon cœur s'accéléra. C'était le moment. Mon père, bien sûr, qui m'a toujours soutenu et encouragé, continua-t-elle en souriant à Antoine. Puis, se tournant vers Sylvie, et je tiens à remercier ma vraie mère. La salle approuva par un murmure chaleureux, tandis que Sylvie essuyait une larme d'émotion feinte. Celle qui a toujours été là pour moi, poursuivit Juliette, qui m'a appris à être forte, indépendante, à ne jamais me contenter de la médiocrité. Sylvie hochait la tête, le visage rayonnant de fierté. « Merci, conclut Juliette en levant son verre, d'avoir été la mère que je n'ai jamais eue. J'ai senti chaque regard se poser sur moi, comme autant d'aiguilles perçant ma dignité. L'espace d'un instant, le temps s'est figé. Les applaudissements pour le discours de Juliette résonnaient comme à travers un épais brouillard, distant et irréel. Mathilde, assise à ma gauche, a posé sa main sur la mienne sous la table. Ce contact m'a ancré dans la réalité, m'empêchant de me perdre dans l'abîme qui s'ouvrait devant moi. « Respire, Camille », a-t-elle murmuré. « Souviens-toi pourquoi nous sommes ici. » Oui, pourquoi étais-je là? Pour entendre ma propre fille me renier publiquement, pour constater que 25 années de recherche, de larmes et d'espoir n'avaient servi qu'à financer la célébration de mon effacement. La douleur était si vive qu'elle me coupait le souffle. À la table d'honneur, Sylvie rayonnait, acceptant les regards admiratifs avec cette fausse modestie qui avait toujours été sa marque de fabrique. Antoine, lui, arborait ce sourire satisfait que je connaissais trop bien. Mais pendant une fraction de seconde, nos regards se sont croisés. Une étincelle de reconnaissance a traversé ses yeux, aussitôt remplacée par le doute. J'ai détourné le visage, le cœur battant. M'avait-il reconnu malgré mon déguisement? « C'est maintenant ou jamais ?» a soufflé Philippe de l'autre côté de la table, me rappelant nos plans. Il avait raison. L'humiliation que je venais de subir ne changeait rien à notre objectif. Au contraire, elle le rendait plus urgent encore. J'ai pris une profonde inspiration et me suis levée. Le mouvement a attiré quelques regards, mais la plupart des invités étaient trop occupés à féliciter les mariés et à siroter leur champagne pour me remarquer. Discrètement, j'ai fait signe au maître d'hôtel, suivant le protocole que nous avions établi avec Céline. Il a hoché imperceptiblement la tête et s'est dirigé vers l'estrade, où un micro attendait les discours. « Mesdames et messieurs », a-t-il annoncé d'une voix posée, « Madame Marie-Laurent souhaiterait dire quelques mots. » Un murmure de surprise a parcouru l'assemblée. Ce n'était pas prévu au programme. Sylvie a froncé les sourcils, visiblement contrariée par cette entorse au déroulement parfait
qu'elle avait orchestré. Antoine, lui, s'est redressé sur sa chaise, soudain attentif. Je me suis avancé vers l'estrade, chaque pas me rapprochant de cet instant que j'avais imaginé des milliers de fois. Mes jambes tremblaient légèrement, mais ma résolution était intacte. Arrivé devant le micro, j'ai pris un moment pour balayer la salle du regard. 300 personnes me fixaient avec curiosité. Parmi elles, Juliette, ma fille, me regardait avec une expression polie mais distante. Elle ne me connaissait pas. Pour elle, j'étais une étrangère. « Je vous remercie de m'accorder quelques minutes », ai-je commencé d'une voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Je ne suis pas habituée à prendre la parole en public, malgré mes années d'enseignement à l'université. J'ai vu Antoine se crisper. Un frémissement a parcouru son visage. Il savait. À cet instant précis, il avait compris qui j'étais. On m'a présenté comme Marie Laurent, amie de la famille Dubois. C'est partiellement vrai, je connais effectivement Céline depuis nos années d'études. Mais mon véritable nom n'est pas Marie. Je m'appelle Camille Beaumont. Un silence de plomb est tombé sur l'assemblée. Les yeux d'Antoine se sont écarquillés d'horreur. Sylvie a pâli si brutalement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Quant à Juliette, elle affichait une expression confuse, ce nom ne signifiant rien pour elle. « Ce nom ne vous dit probablement rien, Juliette », ai-je poursuivi en la regardant directement. « On vous a toujours dit que votre mère biologique était morte en vous mettant au monde. Mais la vérité est tout autre. » Antoine s'est brusquement levé. « Ça suffit !» a-t-il crié. « Cette femme est dérangée. Qu'on la fasse sortir. » 2 serveurs ont fait un mouvement vers moi. Mais Philippe, préparé à cette éventualité, les a interceptés avec un geste apaisant. Simultanément, Céline s'est levée à son tour. « Antoine, laisse-la parler », a-t-elle dit d'une voix forte qui a surpris tout le monde, y compris son mari. Il est temps que la vérité soit dite. Cette intervention inattendue a créé une confusion momentanée dont j'ai profité pour faire signe à Philippe. Il a pressé un bouton sur sa télécommande et l'écran géant installé pour les animations du mariage s'est illuminé. La première image qui est apparue était celle de 2 bébés identiques, endormis côte à côte dans un berceau. Juliette a étouffé un cri de surprise. Ces bébés sont nés le 14 avril 1999 à l'hôpital Saint-Antoine de Paris. Ai-je continué, ma voix désormais amplifiée par l'émotion collective qui avait saisi la salle. Des jumelles identiques. L'aînée a été nommée Juliette Émilie Beaumont. La cadette, Amélie Juliette Beaumont. L'image a changé pour montrer un document officiel. L'acte de naissance mentionnant clairement « jumelles », puis une photo de moi, plus jeune, tenant les 2 bébés dans mes bras à la maternité. Antoine, debout à mes côtés, souriant fièrement. « J'étais votre mère, Juliette. Je suis votre mère. Et contrairement à ce qu'on vous a raconté, je n'ai jamais cessé de vous chercher depuis qu'Antoine vous a enlevé à l'âge de 3 mois. » Le chaos a éclaté dans la salle. Les invités murmuraient, choqués. Marcel avait pris la main de Juliette dont le visage exprimait un mélange d'incrédulité et d'horreur. Sylvie s'était effondrée sur sa chaise, le visage enfoui dans ses mains. Antoine s'est précipité vers l'estrade, le visage déformé par la rage. « Tu mens! C'est de la folie! Tu essaies de gâcher le mariage de notre fille par jalousie. » « Notre fille, Antoine? Celle que tu m'as arrachée? Celle à qui tu as fait croire que j'étais morte ?» Ma voix était calme, malgré la tempête qui faisait rage en moi. « Celle à qui tu as caché l'existence de sa sœur jumelle ?» À ces mots, Juliette s'est levée d'un bond. « Ma sœur jumelle est morte à la naissance », a-t-elle articulé d'une voix blanche. « Papa me l'a toujours dit. » Encore un mensonge, Juliette. Ta sœur est bien vivante. J'ai fait un geste vers le fond de la salle. Les portes se sont ouvertes et Amélie est entrée. Un murmure stupéfait a parcouru l'assemblée. La ressemblance entre les 2 jeunes femmes était saisissante, malgré leur style différent. Même visage, mêmes yeux, même port de tête. Des jumelles, sans l'ombre d'un doute. Juliette est restée figée, comme frappée par la foudre. Son regard allait d'Amélie à moi, puis à son père, cherchant désespérément une explication qui démentirait l'évidence. « C'est impossible », a-t-elle murmuré, mais sans conviction. Antoine, comprenant que la situation lui échappait, a changé de tactique. « Camille, si c'est de l'argent que tu veux… » « De l'argent ?» L'indignation m'a fait hausser le ton. « Tu crois que c'est pour l'argent que j'ai passé 25 ans à chercher ma fille? Que c'est pour l'argent que j'ai financé ce mariage ?» Cette révélation a provoqué un nouveau choc.
Juliette m'a regardé avec des yeux écarquillés. « Vous avez payé pour mon mariage ?» 80 000 $ pour être précise, a confirmé Amélie en s'avançant. Sa voix, si semblable à celle de sa sœur, a provoqué un frisson visible chez Juliette, l'argent que notre tante Victoire nous a légué. « Ta part est la mienne. Je n'ai pas de tante Victoire, » a protesté faiblement Juliette. « Tu en avais une ?» a corrigé doucement Amélie. « Elle est décédée l'an dernier. Elle t'a cherché toute sa vie, comme maman, comme moi. » L'écran montrait maintenant une série de documents. Rapport de police sur la disparition d'une enfant, copie de demande de recherche internationale, photographies de détectives privés, factures astronomiques, tout ce qui constituait la preuve tangible de ma quête désespérée. Sylvie, reprenant un peu contenance, s'est levée à son tour. « C'est ridicule. Antoine a obtenu la garde légale de Juliette après votre divorce. »« Faux », a répondu calmement Philippe en rejoignant l'estrade. « Le tribunal a accordé la garde des jumelles à Camille, avec droit de visite pour Antoine. J'ai ici la copie du jugement. Un nouveau document est apparu à l'écran, daté de juillet 1999, confirmant ces dires. Ce qui signifie, a poursuivi Philippe d'un ton professionnel, que l'enlèvement de Juliette était un acte criminel, prescrit aujourd'hui, mais néanmoins réel. » Antoine a pâli. Son regard affolé parcourait la salle, cherchant une issue, une échappatoire à cette situation cauchemardesque. Juliette, elle, semblait pétrifiée. Son monde s'écroulait sous ses yeux. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur ses origines, sur sa famille, n'était qu'un tissu de mensonges. « Pourquoi ?» a-t-elle finalement articulé, s'adressant à son père. « Pourquoi m'avoir fait croire que ma mère était morte, que ma sœur était morte ?» Antoine a ouvert la bouche, l'a refermée, incapable de formuler une réponse cohérente. C'est Sylvie qui a pris la parole, dans une tentative désespérée de sauver la situation. « Ton père voulait t'épargner la vérité », a-t-elle déclaré d'une voix qui se voulait apaisante. « Ta mère, Camille, elle ne voulait pas de toi. Elle préférait Amélie. Nous t'avons sauvé d'une enfance où tu aurais toujours été la seconde, l'ombre de ta sœur. » J'ai senti la rage monter en moi comme une vague dévastatrice. « Comment oses-tu? Comment oses-tu inventer de nouveaux mensonges après avoir volé 25 ans de la vie de ma fille ?» Mais Amélie m'a devancé, s'approchant de sa sœur d'un pas décidé. « Juliette, regarde-moi, nous avons le même visage, le même sang. Crois-tu vraiment que maman aurait pu préférer l'une de nous à l'autre? Elle m'a élevée en me parlant de toi chaque jour. Elle a accroché tes photos partout dans notre appartement. Elle a célébré ton anniversaire chaque année, espérant qu'un jour tu reviendrais. » Juliette a tourné son regard vers moi, puis vers Amélie, puis vers Antoine et Sylvie. Dans ses yeux, je pouvais lire le combat intérieur qui se livrait. 25 ans de conditionnement contre l'évidence qui se dressait devant elle. C'est alors que Lucien s'est avancé à son tour. Mon fils, que Juliette n'avait pas vu depuis l'âge de 3 mois. « Juliette, » a-t-il dit doucement, « je suis Lucien, ton frère aîné. » Cette nouvelle révélation a semblé être celle de trop. Juliette a chancelé, et sans l'intervention rapide de Marcel qui l'a soutenue, elle se serait effondrée. Son visage avait pris une teinte cendrée. « J'ai un frère ?» a-t-elle murmuré, incrédule. « Un frère dont on ne m'a jamais parlé? Il avait 5 ans quand tu as disparu, ai-je confirmé. Il t'adorait. Il te chantait des berceuses pour t'endormir. » Un silence lourd est tombé sur l'assemblée. Les invités, témoins involontaires de ce drame familial, restaient figés, partagés entre la gêne et la fascination morbide. Marcel, qui était resté remarquablement calme jusque-là, a pris la parole. « Je crois que tout le monde a besoin de temps pour assimiler ces révélations. Peut-être devrions-nous... » Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Avec une rapidité surprenante pour son âge, Antoine s'est précipité vers la sortie, entraînant Sylvie avec lui. Cette fuite était une confession plus éloquente que tous les discours. Un murmure d'indignation a parcouru la salle. Les masques tombaient, et l'image du couple respectable que projetaient Antoine et Sylvie s'effritait sous les yeux de leurs amis et relations. Juliette, toujours soutenue par Marcel, a fixé la porte par laquelle ses parents adoptifs venaient de disparaître, puis son regard est revenu vers moi. « Je ne comprends pas », a-t-elle dit d'une voix faible. « Si tout cela est vrai, pourquoi attendre mon mariage pour me le révéler? Pourquoi cette mise en scène publique ?» C'était une question légitime, à laquelle j'avais préparé ma réponse. Mais avant que je puisse parler,
Céline Dubois s'est approchée. « C'est ma faute, Juliette », a-t-elle admis. « J'ai connu ta mère, ta vraie mère, à l'université. Quand j'ai appris qui tu étais, j'aurais dû dire la vérité. Mais j'ai eu peur, peur de détruire ton bonheur, peur de créer un scandale. J'ai gardé le silence trop longtemps. Nous avons tous gardé le silence trop longtemps, a ajouté Amélie. Nous t'avons retrouvé il y a 10 ans, mais tu nous croyais mort. Comment t'annoncer que toute ta vie était basée sur un mensonge? Nous avons attendu, cherché le bon moment. Et puis, tu as annoncé ton mariage, ai-je poursuivi. Nous avons pensé, j'ai pensé, que c'était notre dernière chance, avant que tu ne commences une nouvelle vie, une famille peut-être, toujours dans l'ignorance de tes véritables origines. Juliette a fermé les yeux un instant, comme pour se protéger de toutes ces informations qui l'assaillaient. Quand elle les a rouverts, son regard était différent, plus dur, plus déterminé. « J'aimerais voir ces preuves de plus près », a-t-elle déclaré. « Les documents, les photos, tout. » « Bien sûr », a acquiescé Philippe. « Nous avons apporté les originaux de tous les documents. Et j'aimerais vous parler », a-t-elle ajouté en nous regardant, Amélie, Lucien et moi. « Pas ici, pas maintenant, mais bientôt. » C'était plus que je n'osais espérer. Une ouverture, une possibilité. Mon cœur s'est gonflé d'un espoir que je n'avais pas ressenti depuis des années. Marcel a pris les choses en main avec un calme remarquable. « Mesdames et messieurs, » a-t-il annoncé d'une voix claire, « compte tenu des circonstances, nous vous prions de nous excuser, mais la réception est interrompue. Nous vous remercions de votre compréhension. » Les invités ont commencé à se disperser, certains ouvertement choqués, d'autres chuchotant entre eux, tous profondément marqués par ce à quoi ils venaient d'assister. En quelques minutes, la grande salle s'est vidée, ne laissant que notre famille éclatée et la famille Dubois. Juliette s'est tournée vers Marcel. « Tu savais ?» a-t-elle demandé, une note d'accusation dans la voix. « Non », a-t-il répondu fermement. « Je te le jure. J'ai appris l'existence de ta mère et de ta sœur en même temps que toi. » Son regard s'est tourné vers sa propre mère. Mais apparemment, ma mère, elle, savait. Céline a baissé les yeux, incapable de soutenir le regard accusateur de son fils. « Je suis désolée, Marcel. Je voulais te le dire, mais j'avais promis. Tu as laissé mon mariage devenir le théâtre de ce drame familial. » A-t-il coupé, la déception évidente dans sa voix. Puis, se radoucissant, il s'est tourné vers Juliette. « Que veux-tu faire ?» Elle a regardé autour d'elle, semblant prendre pleinement conscience de la situation. Sa robe de mariée, le château décoré, les restes du festin, tout ce qui devait être le plus beau jour de sa vie, transformé en révélation cauchemardesque. « Je veux la vérité », a-t-elle finalement déclaré. « Toute la vérité. Pas les mensonges d'Antoine et Sylvie, pas les demi-vérités de Céline, pas même votre version, a-t-elle ajouté en nous regardant. « Je veux des faits, des preuves. Je veux comprendre ce qui s'est passé il y a 25 ans et pourquoi ma vie entière a été construite sur un mensonge. » J'ai acquiescé, respectant sa demande légitime. « Nous avons tout documenté, Juliette. Chaque étape de notre recherche, chaque indice, chaque fausse piste, tout est à ta disposition. » Elle a hoché la tête, puis s'est tournée vers Amélie. Un long moment, les deux sœurs se sont regardées, comme si elles essayaient d'absorber l'étrangeté de ce miroir vivant qui se dressait devant elles. « Tu as vécu avec elle toute ta vie, » a finalement dit Juliette, un mélange de curiosité et d'accusation dans la voix. « Tu as eu ce que j'aurais dû avoir, et tu as vécu avec notre père, » a répondu doucement Amélie. « J'ai grandi sans lui, avec juste des photos et les rares souvenirs de Lucien. » Cette remarque a semblé toucher Juliette. Pour la première fois, elle considérait peut-être que la séparation avait causé des souffrances des deux côtés. « Nous devrions nous retirer dans un endroit plus intime, » a suggéré Marcel, dont le calme impressionnant contrastait avec le chaos émotionnel qui nous entourait. « Le petit salon de la bibliothèque est disponible. Nous y serons tranquilles. » J'ai acquiescé, reconnaissante de cette proposition sensée. La grande salle de réception, avec ses décorations festives qui semblaient désormais presque obscènes, n'était pas le lieu approprié pour la conversation qui allait suivre. Notre étrange cortège a traversé les couloirs du château en silence. Juliette et Marcel ouvraient la marche, suivis par Amélie et Lucien. Philippe et Mathilde fermèrent la marche avec moi, leur présence rassurante comme un rempart contre l'angoisse qui me tenaillait.
J'avais tant rêvé de retrouvailles avec ma fille perdue, mais jamais je n'avais imaginé qu'elle se déroulerait ainsi, dans la tension et l'amertume. Le petit salon était une pièce élégante aux murs tapissés de livres anciens. Des fauteuils de cuir patinés par le temps étaient disposés autour d'une table basse en acajou. Les derniers rayons du soleil filtraient à travers les hautes fenêtres, donnant à la scène une qualité presque irréelle. Juliette s'est assise, arrangeant machinalement les plis de sa robe de mariée. Un geste qui m'a rappelé avec une douloureuse acuité toutes ces années perdues. Je n'avais pas été là pour la voir essayer sa première robe de bal, pour l'accompagner choisir celle de son mariage. Ces moments précieux entre une mère et sa fille m'avaient été volés à jamais. « Je veux tout savoir », a-t-elle déclaré d'une voix qui s'efforçait d'être ferme. Depuis le début, j'ai pris une profonde inspiration. Par où commencer? Comment résumer 25 années de douleur, d'espoir et de recherche en quelques phrases? Nous nous sommes rencontrés à l'université, Antoine et moi, ai-je commencé, choisissant de remonter à la source. J'étais en doctorat de littérature, il étudiait le droit des affaires. C'était en 1992. Nous nous sommes mariés l'année suivante. Les souvenirs affluaient, étonnamment vivaces malgré les années. Lucien est né en 1994. Ses premières années ont été heureuses, du moins je le croyais. Antoine construisait son cabinet. Je commençais ma carrière d'enseignante à la Sorbonne. Papa ne m'a jamais parlé de son premier mariage, a murmuré Juliette, comme pour elle-même. Après Lucien, nous avons voulu un deuxième enfant, ai-je poursuivi. Mais j'ai fait 3 fausses couches consécutives. C'était une période difficile. Antoine s'éloignait, pris par son travail, disait-il. Et puis, contre toute attente, je suis tombée enceinte à nouveau, de jumelles. Juliette et Amélie ont échangé un regard, unis malgré elles par ce lien biologique indéniable. La grossesse a été compliquée. Les derniers mois, je suis restée alitée. Antoine était de plus en plus absent. Je ne me doutais pas alors qu'il avait déjà commencé sa relation avec Sylvie. J'ai marqué une pause, luttant contre l'émotion qui me submergeait au souvenir de cette trahison. Vous êtes né le 14 avril 1999. 2 petites filles parfaitement identiques. Les médecins ont dû pratiquer une césarienne d'urgence, mais tout s'est bien passé. Tu es venue au monde 6 minutes avant Amélie. Juliette, cette information sembla la toucher. Peut-être réalisait-elle pour la première fois la réalité physique de sa naissance, si différente de ce qu'on lui avait raconté. Les premiers mois ont été épuisants, mais merveilleux. 2 bébés demandent beaucoup d'attention. Antoine était de moins en moins présent. Un soir, en rentrant à l'improviste d'une visite chez ma tante, j'ai découvert son infidélité. Lucien, qui était resté silencieux jusque-là, a pris la parole. « Je me souviens des cris cette nuit-là », a-t-il dit doucement. C'est mon premier souvenir clair de cette période. Maman qui pleurait, papa qui claquait la porte. J'ai hoché la tête, touché par ce témoignage. Antoine a demandé le divorce immédiatement. Il voulait partir avec Sylvie, recommencer une nouvelle vie. Le problème, c'est qu'il voulait aussi vous emmener, toi et Amélie. Mais pourquoi ? A demandé Juliette, perplexe. Si Sylvie était sa nouvelle vie, pourquoi s'encombrer d'enfants en bas âge ? Je me suis posé la même question pendant des années, ai-je admis. Je n'ai compris que récemment, grâce aux investigations de Philippe. Il s'agissait de vengeance et d'argent. Philippe a sorti un dossier de sa sacoche et en a extrait plusieurs documents. Antoine était endetté, a-t-il expliqué. Son cabinet traversait une mauvaise passe. Il avait fait des investissements hasardeux. Or, Camille avait hérité d'une propriété familiale de valeur à la mort de ses parents. J'ai repris le fil de l'histoire. Cette propriété était en indivision. Je ne pouvais pas la vendre sans l'accord de ma tante Victoire qui y vivait. Antoine le savait. En demandant la garde des jumelles, il espérait m'acculer financièrement et émotionnellement, me forcer à céder cette propriété pour payer les frais de justice. « C'est monstrueux », a murmuré Marcel, visiblement choqué. « Le tribunal n'a pas accédé à sa demande », ai-je poursuivi. Le juge a estimé qu'il était dans l'intérêt des jumelles de rester ensemble, avec leur mère. Antoine a obtenu un droit de visite classique, un week-end sur 2, la moitié des vacances talmes et scolaires. J'ai senti ma gorge se nouer au souvenir de ce qui avait suivi. Le 3e week-end de garde, il n'a pas ramené Juliette. J'ai appelé la police, déposé une plainte pour non-représentation d'enfant. Mais quand les officiers se sont rendus à son appartement, il était vide. Antoine, Sylvie et toi, Juliette,
aviez disparu. Les larmes me montaient aux yeux, malgré ma résolution de rester forte. Ce jour-là, ma vie s'est arrêtée. Pendant que j'élevais Amélie et Lucien, je passais chaque minute libre à te chercher. J'ai engagé des détectives privés, contacté des associations d'enfants disparus, lancé des appels dans les médias. Antoine avait changé de nom, quitté Paris. Vous êtes passé par la Suisse, puis l'Espagne. Je me souviens vaguement de l'Espagne, a murmuré Juliette, les sourcils froncés par l'effort de mémoire. Une maison blanche, près de la mer. J'avais environ 4 ans. Barcelone, a confirmé Philippe. Vous y êtes resté jusqu'à tes 6 ans. Puis Antoine a créé une nouvelle identité et vous êtes revenu en France, à Lyon. Il a ouvert son agence immobilière sous le nom d'Antoine Mercier. J'ai continué à te chercher, ai-je repris. Mais sans indice concret, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Les années ont passé. Amélie grandissait, te ressemblant tellement que parfois, en la regardant, j'avais l'impression de te voir à travers elle. Amélie a hoché la tête, les yeux brillants d'émotion. Maman m'a élevée en me parlant de toi chaque jour, Juliette. J'ai grandi avec ton fantôme à mes côtés. Nous avons célébré chacun de tes anniversaires, gardant toujours une place vide à table pour toi. Cette révélation a semblé toucher Juliette plus profondément que tout ce qui avait précédé. Peut-être parce qu'elle venait de sa sœur, ce double d'elle-même qu'elle découvrait à peine. La première vraie piste est venue il y a 10 ans, ai-je continué. Philippe avait élargi ses recherches à toute la France, examinant systématiquement les inscriptions scolaires, les réseaux sociaux émergents, les listes d'étudiants, et puis un jour, il a trouvé une photo dans le journal local de Lyon, une remise de prix dans un lycée. Et là, parmi les lauréats, il y avait une jeune fille qui ressemblait trait pour trait à Amélie. Le lycée Saint-Exupéry, a murmuré Juliette. J'ai reçu le prix d'excellence en arts plastiques. Exactement, a confirmé Philippe. Cette photo a été notre premier indice concret en 8 ans. J'ai immédiatement enquêté et découvert qu'Antoine Mercier, veuf selon ses dires, vivait à Lyon avec sa fille unique et sa seconde épouse. Veuf, a répété Juliette, incrédule. Il prétendait être veuf, c'était la version officielle, a expliqué Philippe. Selon cette histoire, ta mère, moi, était morte en te mettant au monde, ainsi que ta sœur jumelle. Antoine s'était remarié quelques années plus tard avec Sylvie, qui t'avait adopté légalement. Le choc sur le visage de Juliette était palpable. Elle se tournait vers Marcel, comme pour chercher un point d'ancrage dans ce monde qui vacillait autour d'elle. J'ai voulu te contacter immédiatement, ai-je repris, te dire la vérité. Mais Philippe et Amélie m'ont convaincue d'être prudente. Tu avais 17 ans. Tu croyais que j'étais morte depuis ta naissance. Comment allais-tu réagir en apprenant que ton père t'avait menti toute ta vie, que ta mère biologique était vivante, ainsi que ta sœur jumelle et ton frère aîné? Nous avons décidé d'observer et de rassembler plus d'informations, a ajouté Amélie, de trouver le moment idéal pour te révéler la vérité. Pendant ce temps, je suivais discrètement ta vie de loin, ai-je avoué. Philippe m'envoyait des photos, des coupures de journaux. J'ai su quand tu as été acceptée à l'école de mode, quand tu as remporté ton premier concours de design. J'étais si fière de toi, même à distance. Une larme a coulé sur la joue de Juliette, qu'elle a essuyée d'un geste vif, presque en colère. « Pourquoi avoir attendu si longtemps ?» a-t-elle demandé, une note d'accusation dans la voix. « 10 ans. Vous m'avez observé pendant 10 ans sans rien dire. Nous avons essayé plusieurs fois, » a répondu Amélie. « J'ai même tenté de te rencontrer, par hasard, à 2 reprises. La première fois dans un café près de ton école. La seconde, lors d'une exposition au musée des Beaux-Arts de Lyon. Mais chaque fois, tu étais avec Sylvie ou Antoine, et je n'ai pas osé. Et puis il y a 6 mois, nous avons appris tes fiançailles, ai-je poursuivi. C'était maintenant ou jamais, avant que tu ne commences une nouvelle vie, peut-être une famille, en ignorant toujours tes véritables origines. C'est là que ma mère est entrée en contact avec vous, a déduit Marcel, regardant sa mère qui était restée en retrait jusque-là. Céline a hoché la tête, l'air contrit. Quand tu m'as présenté Juliette, j'ai été frappée par sa ressemblance avec une ancienne camarade d'université. J'ai fait des recherches et j'ai retrouvé Camille. Quand j'ai découvert la vérité, j'étais déchirée entre ma loyauté envers toi, Marcel, et ce que je savais être juste. Alors vous avez comploté ensemble, a conclu Juliette, amère, pour transformer mon mariage en révélation publique. Ce n'était pas notre intention initiale, ai-je protesté doucement. Nous voulions te parler avant le mariage,
en privé. Mais chaque fois que nous avons essayé de t'approcher, Sylvie ou Antoine étaient là comme des gardiens. Il semblait en deviner que quelque chose se préparait. Et puis il y a eu cette déclaration pendant ton discours, a ajouté Amélie, une pointe de douleur dans la voix. Quand tu as remercié Sylvie comme ta vraie mère, Juliette a baissé les yeux, soudain mal à l'aise. Je ne savais pas. Je croyais vraiment. Bien sûr, ai-je dit avec douceur. Tu ne pouvais pas savoir. C'est Antoine et Sylvie qui t'ont façonné ainsi, qui t'ont rempli de mensonges depuis ta plus tendre enfance. Un silence lourd est tombé sur la pièce. Le soleil avait presque disparu, plongeant le salon dans une pénombre qui reflétait l'atmosphère tendue. « Il y a autre chose que tu dois savoir, Juliette », a finalement repris Philippe, hésitant. Quelque chose que nous avons découvert récemment en préparant cette confrontation. Tous les regards se sont tournés vers lui. Même moi, j'ignorais ce qu'il s'apprêtait à révéler. En enquêtant sur les finances d'Antoine, j'ai découvert quelque chose d'étrange. Périodiquement, depuis 20 ans, il reçoit des virements importants d'un compte offshore. Ces virements coïncident avec des moments clés de votre vie, ton entrée au lycée, ton admission à l'école de mode et dernièrement ton mariage. Je ne comprends pas, a murmuré Juliette, perplexe. Ce compte appartient à un certain Victor Beaumont, a poursuivi Philippe. Le frère de Camille. J'ai sursauté, stupéfaite. Mon frère? Mais Victor est mort il y a plus de 15 ans. Pas exactement, a corrigé Philippe avec douceur. Victor a simulé sa mort pour échapper à des poursuites fiscales. Il vit aujourd'hui au Brésil sous une nouvelle identité. Mais il a toujours gardé un œil sur sa famille, et sur toi en particulier, Juliette. Cette révélation m'a ébranlée jusqu'au plus profond de mon être. Mon frère, vivant, et en contact avec Antoine pendant toutes ces années, ces virements, a continué Philippe, étaient accompagnés de conditions strictes concernant ton éducation et ton bien-être. Victor payait Antoine pour qu'il prenne soin de toi selon certains critères. Mon oncle payait mon père pour s'occuper de moi. La voix de Juliette était incrédule. Pas exactement, a précisé Philippe. Victor payait Antoine pour qu'il te garde loin de Camille, tout en veillant à ton bien-être. C'était sa façon tordue de protéger sa nièce préférée, selon ses propres termes. Mais pourquoi, ai-je demandé, abasourdi par ces révélations. Victor et moi avions nos différends, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse. Jalousie, a répondu simplement Philippe. Selon les courriels que j'ai interceptés, Victor estimait que vos parents vous avaient toujours préféré à lui. Il a vu dans la situation d'Antoine une opportunité de vous priver de ce que vous aimiez le plus, votre fille. C'est monstrueux, a murmuré Mathilde, exprimant tout haut ce que je ressentais. Juliette semblait assommée par cette nouvelle révélation. Son regard allait de moi à Amélie, puis à Marcel, qui lui tenait toujours fermement la main. « Donc mon père m'a enlevée par vengeance et pour l'argent », a-t-elle résumé d'une voix blanche. « Et mon oncle, que je n'ai jamais connu, a financé cette mascarade pendant 20 ans. En essence, oui, a confirmé Philippe. Mais il y a un détail important. D'après nos informations, Sylvie ignorait l'arrangement avec Victor. Elle pensait qu'Antoine avait simplement décidé de t'emmener loin d'une mère, qu'il jugeait trop absorbée par sa carrière. Cette précision a semblé ébranler encore davantage Juliette. Donc même Sylvie vivait dans un mensonge partiel. Personne dans ma vie n'a jamais été complètement honnête. J'ai tendu la main vers elle, incapable de supporter plus longtemps la douleur que je lisais sur son visage. Juliette, je sais que tout ceci est bouleversant, que ta vie entière semble soudain construite sur du sable. Mais sache une chose, jamais, pas un seul jour, je n'ai cessé de t'aimer et de te chercher. Tu as toujours été dans mon cœur, aussi présente qu'Amélie et Lucien. Elle n'a pas pris ma main, mais elle ne l'a pas repoussée non plus. Ses yeux, mes yeux, reflétés dans son visage, me scrutaient avec une intensité presque douloureuse, comme si elle cherchait à lire la vérité au plus profond de mon âme. « J'ai besoin de temps », a-t-elle finalement déclaré, « pour assimiler tout ça, pour décider ce que je vais faire. Bien sûr, ai-je acquiescé immédiatement. Prends tout le temps nécessaire. Nous serons là quand tu seras prête. » Marcel s'est levé, signalant discrètement que cette conversation intense avait assez duré pour aujourd'hui. « Nous allons nous retirer », a-t-il annoncé. « Juliette a besoin de repos. Cette journée a été éprouvante, c'est le moins qu'on puisse dire. »« Où allez-vous aller ?» a demandé Amélie, préoccupée. « Antoine et Sylvie, nous avions prévu de passer notre nuit de noces dans la suite du château.
a répondu Marcel. Je pense que nous allons maintenir ce plan, si Juliette est d'accord. Quant à Antoine et Sylvie, je doute qu'ils reviennent ce soir. Juliette a hoché la tête, l'air épuisé. Elle s'est levée à son tour, arrangeant machinalement les plis de sa robe de mariée. Cette robe qui symbolisait désormais non pas le début d'une nouvelle vie, mais l'effondrement de l'ancienne. Avant de quitter la pièce, elle s'est tournée une dernière fois vers nous. Son regard s'est attardé sur Amélie, puis sur Lucien, et enfin sur moi. Pendant 25 ans, a-t-elle dit d'une voix où perçait une émotion contenue. J'ai vécu avec un vide inexplicable en moi, une mélancolie que ni Sylvie ni Antoine ne comprenaient. Parfois, je me réveillais en pleine nuit avec la sensation qu'on m'arrachait une partie de moi-même. Maintenant, je sais pourquoi. Sur ces mots, elle est sortie, suivie de Marcel, dont le regard grave et déterminé me donnait espoir. Cet homme semblait être un roc dans la tempête, exactement ce dont Juliette avait besoin en ce moment. Lorsque la porte s'est refermée derrière eux, j'ai senti mes jambes céder sous moi. Je me suis effondrée dans le fauteuil le plus proche, submergée par un tourbillon d'émotions contradictoires. Soulagement, angoisse, espoir, crainte. « Tu as été formidable », m'a murmuré Mathilde, en posant une main réconfortante sur mon épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait, Camille. Penses-tu qu'elle nous pardonnera un jour ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « Qu'elle comprendra que tout ce que nous avons fait, c'était par amour pour elle ? Elle comprendra », a affirmé Lucien, avec une conviction qui m'a touchée. Laisse-lui le temps d'absorber le choc, de faire le tri entre 25 ans de mensonges et la vérité que nous venons de lui révéler. Et si elle choisit de retourner vers Antoine et Sylvie ? Cette peur, je n'osais presque pas la formuler à voix haute. Elle ne le fera pas, a répondu Amélie avec assurance. Je l'ai vue dans ses yeux. Elle sait que nous disons la vérité. Et Juliette, c'est moi. Je me connais. Nous ne pardonnons pas facilement la trahison. Ces paroles m'ont réconfortée. Oui, Juliette était aussi ma fille, avec cette force intérieure, cette intégrité qui caractérisait Amélie. Elle trouverait son chemin à travers ce labyrinthe de mensonges, vers la vérité, vers nous, peut-être. Cette nuit-là, aucun de nous ne trouva vraiment le sommeil. Nous avions pris des chambres à l'hôtel le plus proche, incapables de nous résoudre à quitter les environs du château où se trouvait Juliette. Comme si, après l'avoir cherchée pendant 25 ans, je craignais qu'elle ne disparaisse à nouveau si je m'éloignais trop. À l'aube, Amélie est venue frapper à ma porte. Ses yeux cernés témoignaient d'une nuit agitée, semblable à la mienne. Je n'arrête pas de penser à elle, m'a-t-elle confié en s'asseyant au bord de mon lit, à ce qu'elle ressent en ce moment. Toute sa vie qui s'écroule d'un coup. J'ai pris sa main, touchée par sa compassion. Malgré la situation extraordinaire, Amélie pensait d'abord à sa sœur, à cette inconnue qui était pourtant sa jumelle. « Juliette est forte », ai-je murmuré, essayant de me convaincre autant qu'elle. « Elle te ressemble plus que tu ne le crois. » Nous sommes restés ainsi, dans un silence complice, jusqu'à ce que le téléphone de Philippe sonne. Son visage s'est assombri en écoutant son interlocuteur. C'était un contact à la réception du château, nous a-t-il annoncé après avoir raccroché. Antoine est revenu ce matin à l'aube. Il a exigé de voir Juliette. Quand on lui a dit qu'elle ne souhaitait pas être dérangée, il a fait une scène. La sécurité a dû intervenir. Mon cœur s'est serré à cette nouvelle. Même après avoir été démasqué, Antoine continuait à vouloir contrôler Juliette, à s'imposer dans sa vie. « Devons-nous y aller ?» a demandé Lucien, qui venait de nous rejoindre, alerté par les voix. « Non », ai-je décidé après réflexion. Juliette a demandé du temps. Respectons sa volonté. Elle sait comment nous contacter quand elle sera prête. Attendre, encore attendre. Après 25 ans de recherche, cette nouvelle attente était presque insupportable. Mais je savais que forcer les choses ne ferait qu'éloigner Juliette davantage. La matinée s'est écoulée avec une lenteur exaspérante. Nous avons pris un petit déjeuner que personne n'a vraiment touché. Puis nous sommes installés dans le jardin de l'hôtel, guettant malgré nous le moindre mouvement à l'entrée. C'est vers midi que nous l'avons vue arriver. Juliette, vêtue d'un simple jean et d'un chemisier blanc, tellement différente de la mariée en robe somptueuse de la veille. À ses côtés, Marcel, protecteur et attentif. Ils se sont dirigés vers notre table d'un pas déterminé. « Bonjour », a dit simplement Juliette, sa voix calme contrastant avec la tension évidente de son corps. Je me suis levée, le cœur battant, incertaine de la conduite à tenir. Devais-je l'embrasser, lui serrer la main?
Finalement, j'ai simplement incliné la tête, lui laissant l'initiative. J'ai passé la nuit à réfléchir, a-t-elle continué, à tout ce que vous m'avez révélé, à ma vie entière construite sur des mensonges. Marcel lui a serré discrètement la main, l'encourageant à poursuivre. J'ai eu une longue conversation avec Antoine ce matin, a-t-elle repris, se corrigeant. Ce simple lapsus en disait long sur le bouleversement de ses repères. Il a d'abord nié, puis, confronté aux preuves, il a finalement admis tout, l'enlèvement, les mensonges, même l'arrangement financier avec mon oncle Victor. Comment as-tu réagi ? A demandé doucement Amélie. Un sourire triste a effleuré les lèvres de Juliette. J'ai fait mes valises. Je lui ai dit que je ne voulais plus le voir avant longtemps, que je devais découvrir qui j'étais vraiment sans ces mensonges. Une vague de fierté m'a submergée. Ma fille avait cette force de caractère, cette intégrité que j'avais toujours espéré lui transmettre. Sylvie était effondrée, a poursuivi Juliette. Je crois sincèrement qu'elle ignorait l'ampleur des mensonges d'Antoine. Elle savait que tu existais, a-t-elle ajouté en me regardant directement pour la première fois. Mais elle croyait que tu nous avais abandonnés, que tu préférais ta carrière à tes enfants. C'est ce qu'Antoine lui avait fait croire. Et maintenant, a demandé Lucien, exprimant la question qui nous brûlait tous les lèvres. Juliette a pris une profonde inspiration. Maintenant, j'aimerais apprendre à vous connaître, tous, ma vraie famille, si vous le voulez bien. Le soulagement qui m'a envahi a été si intense que j'ai dû m'appuyer contre la table pour ne pas chanceler. Amélie a laissé échapper un petit cri de joie et a fait un geste vers sa sœur, s'arrêtant à mi-chemin, incertaine. Juliette a hésité un instant, puis a ouvert les bras. Amélie s'y est précipitée, et pour la première fois depuis leur séparation forcée, les jumelles se sont étreintes. C'était une image si puissante, si émouvante, que les larmes ont coulé librement sur mes joues, sans que je cherche à les retenir. Nous avons 25 ans à rattraper, a murmuré Amélie, en se séparant enfin de sa sœur, les yeux brillants de larmes contenues. Je ne sais pas par où commencer, a avoué Juliette, soudain vulnérable. Par le commencement, ai-je suggéré doucement, pas à pas, sans pression, sans attente démesurée. Juste apprendre à nous connaître. Elle m'a regardé longuement, comme si elle essayait de réconcilier l'image de la mère qu'elle croyait morte avec la femme qui se tenait devant elle. J'ai des photos, ai-je proposé, de toi bébé, de vous deux ensemble, des vidéos aussi. Ce sont des souvenirs que tu n'as jamais eus, mais qui t'appartiennent. Une lueur d'intérêt a traversé son regard. J'aimerais les voir, connaître cette partie de ma vie qui m'a été volée. Nous avons décidé de retourner à Paris tous ensemble. Marcel, avec une sensibilité qui me le rendait de plus en plus sympathique, a proposé d'annuler leur voyage de noces prévu aux Maldives. Ce n'est que partie remise, a-t-il assuré à Juliette. Ta famille passe avant tout. Le trajet en voiture a été étrange, comme suspendu entre deux réalités. Je conduisais, avec Amélie à mes côtés. Juliette et Marcel suivaient dans leur propre véhicule. Lucien avec eux pour commencer à tisser des liens avec sa sœur retrouvée. Mathilde et Philippe avaient discrètement pris congé, comprenant que ce moment appartenait à notre famille. À notre arrivée à Paris, j'ai hésité. Devais-je inviter Juliette directement chez moi ? N'était-ce pas trop précipité ? C'est elle qui a tranché, demandant à voir l'appartement où j'avais vécu toutes ces années, où Amélie avait grandi. Mon appartement à Saint-Germain-des-Prés n'avait rien de luxueux, mais il était empli de souvenirs, de livres, de photos. En franchissant le seuil, Juliette s'est arrêtée net, saisie par l'émotion. Sur le mur du salon, un grand cadre contenait une mosaïque de photos d'elle, récoltées au fil des ans par Philippe. Des instantanés volés de sa vie, placés avec amour, près des photos d'Amélie et de Lucien. « Tu étais toujours là », a-t-elle murmuré, touchant le cadre du bout des doigts, même si je ne le savais pas. Chaque jour, ai-je confirmé, la gorge nouée. Pas un seul jour sans que je pense à toi, sans que je me demande où tu étais, ce que tu faisais. Amélie a ouvert un placard et en a sorti une boîte en bois sculpté. Les trésors de Juliette, a-t-elle expliqué. Maman y a conservé tout ce qui te concernait. Ton bracelet de naissance, une mèche de tes cheveux de bébé, ton premier dessin. Pendant des heures, nous avons plongé dans ces souvenirs. J'ai sorti les albums photos, les vidéos tournées pendant les 3 premiers mois de leur vie. Juliette regardait, fascinée,
Ces images d'elle et d'Amélie ensemble, si petites, si semblables. « C'est étrange », a-t-elle confié alors que la nuit tombait. « J'ai toujours eu cette sensation, comme s'il me manquait quelque chose d'essentiel. Parfois, je me réveillais en sursaut, cherchant quelqu'un à côté de moi. Maintenant, je comprends. C'était toi, a-t-elle ajouté en regardant Amélie. C'était cette connexion que nous avions et qui a été brutalement rompue. Je ressentais la même chose, a avoué Amélie. Maman m'avait expliqué pourquoi, mais ça n'atténuait pas ce vide. Marcel, qui était resté en retrait, observant cette réunion familiale avec un respect touchant, a finalement suggéré qu'il trouve un hôtel pour la nuit. Juliette semblait épuisée, émotionnellement vidée par cette journée intense. « Vous pourriez rester ici », ai-je proposé timidement. « La chambre d'amis est prête et… »« C'est gentil », a répondu Juliette avec un sourire fatigué. « Mais je crois que j'ai besoin d'un peu d'espace pour assimiler tout ça. Nous reviendrons demain si ça vous convient. » J'ai acquiescé, comprenant sa réticence. Il était trop tôt pour prétendre être une famille unie après tant d'années de séparation. Il faudrait du temps, de la patience, pour reconstruire ces liens brisés. Après leur départ, Amélie, Lucien et moi sommes restés assis dans le salon, abasourdis par l'intensité des événements des dernières 24 heures. « Elle va revenir, n'est-ce pas ?» a demandé Amélie, exprimant l'angoisse qui me tenaillait également. « Oui », a affirmé Lucien avec conviction. « J'ai vu comment elle regardait les photos, comment elle buvait tes paroles, maman. Elle veut connaître cette partie d'elle-même qu'on lui a volée. » Les jours suivants ont confirmé cette prédiction. Juliette est revenue d'abord brièvement, puis pour des périodes de plus en plus longues. Marcel l'accompagnait souvent, un soutien silencieux mais constant dans cette période tumultueuse. Une semaine après les révélations du mariage, Juliette a demandé à voir la propriété familiale dont Antoine avait tant convoité la valeur. La maison de campagne de ma famille, près de Fontainebleau, où j'avais passé mes étés d'enfance et où Amélie et Lucien avaient également grandi. « C'est pour ça qu'il m'a enlevée ?» a-t-elle demandé, contemplant la bâtisse de pierre du XVIIIe siècle, nichée dans un parc verdoyant. « Pour cette maison, pour ce qu'elle représentait financièrement, oui, ai-je confirmé tristement. Antoine était endetté, désespéré, et mon refus de vendre cette propriété pour le renflouer a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de sa rancœur. Il aurait pu simplement demander de l'aide, a-t-elle murmuré, plus pour elle-même que pour nous. Au lieu de détruire des vies, l'orgueil, a commenté Lucien avec amertume, l'orgueil et la vengeance ont toujours été les moteurs de ses actions. Ce jour-là, en nous promenant dans les jardins de la propriété, Juliette m'a posé la question que je redoutais depuis nos retrouvailles. Vas-tu le poursuivre en justice? Pour l'enlèvement? Pour toutes ces années de mensonges? J'ai pris le temps de formuler ma réponse, pesant chaque mot. Je l'aurais fait sans hésiter il y a quelques années. La colère, le désir de vengeance était si fort. Mais aujourd'hui, maintenant que je t'ai retrouvé, je me demande si remuer tout ce passé douloureux en vaut vraiment la peine. Elle a hoché la tête, semblant comprendre mon dilemme. Si tu décides de le faire, je témoignerai, a-t-elle déclaré fermement. Ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait, ne peut pas rester impuni. Réfléchissons-y ensemble, ai-je proposé. En famille, ce qui compte maintenant, c'est de reconstruire ce que nous pouvons sauver, pas de nous perdre dans la vengeance. Un mois après le mariage qui avait changé nos vies, Juliette a pris une décision qui m'a profondément émue. Elle et Marcel avaient trouvé un appartement à Paris, non loin du mien. « Je veux être proche », a-t-elle expliqué simplement. Rattraper le temps perdu, autant que possible. Antoine avait tenté plusieurs fois de la contacter, alternant entre supplications et menaces voilées. Juliette avait finalement obtenu une ordonnance d'éloignement, coupant définitivement les ponts avec l'homme qui l'avait élevée dans le mensonge. Sylvie, de son côté, avait quitté Antoine après avoir découvert l'ampleur de ses manipulations. Elle avait écrit une longue lettre à Juliette, lui demandant pardon pour son rôle involontaire dans cette machination. « J'ai été aveuglée par l'amour et par mes propres insécurités », avait-elle avoué. « Mais je t'ai vraiment aimée comme ma fille, Juliette. » Cet amour, au moins, n'était pas un mensonge. Cette lettre avait troublé Juliette. Son ressentiment envers Sylvie s'était progressivement adouci, remplacé par une compassion réticente pour cette femme qui avait aussi été à sa façon victime des manipulations d'Antoine. L'été suivant cette année tumultueuse,
nous avons organisé une réunion familiale à la propriété de Fontainebleau. Lucien était venu avec sa compagne, Amélie avec son fiancé rencontré quelques mois auparavant, et bien sûr, Juliette et Marcel, désormais officiellement mariés, lors d'une cérémonie intime à la mairie du 6e arrondissement. Ce soir-là, assise sur la terrasse, observant mes 3 enfants réunis autour d'un dîner joyeux, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis 25 ans. Le chemin avait été long, douloureux, semé d'obstacles qui semblaient aller parfois insurmontables. Mais nous étions là, ensemble, une famille reconstruite malgré les cicatrices. Juliette s'est approchée de moi, 2 verres de vin à la main. Elle m'en a tendu un et s'est assise à mes côtés, contemplant comme moi la scène familiale. « J'ai quelque chose à te dire », a-t-elle annoncé après un moment de silence confortable. Son ton m'a alerté. J'ai tourné la tête vers elle, inquiète malgré moi. Avait-elle changé d'avis? Regrettait-elle de s'être rapprochée de nous? Marcel et moi... Nous attendons un enfant, a-t-elle révélé, un sourire lumineux éclairant son visage. Tu vas être grand-mère, maman. Maman. C'était la première fois qu'elle m'appelait ainsi. Ce simple mot a provoqué en moi une émotion si puissante que j'en ai eu le souffle coupé. J'ai pris sa main, incapable de parler, les larmes coulant librement sur mes joues. Je voulais que tu sois la première à le savoir, a-t-elle poursuivi, parce que je veux que tu fasses partie de la vie de cet enfant, de son début à toujours. Je ne veux pas qu'il grandisse avec des secrets, des non-dits, comme moi. Je serai là, ai-je promis, retrouvant enfin ma voix, tous les jours, pour chaque moment important et pour tous les autres, les ordinaires, les quotidiens. Elle a posé sa tête sur mon épaule, un geste simple mais tellement significatif, un geste de confiance, d'acceptation, d'amour naissant. « Comment vas-tu l'annoncer à Amélie et Lucien ?» ai-je demandé après un moment. Un sourire malicieux a illuminé son visage. Amélie le sait déjà. Je n'ai même pas eu besoin de lui dire. Elle l'a deviné dès que je suis arrivée ce matin. Cette connexion entre nous, elle est revenue, plus forte que jamais. Parfois, je sais ce qu'elle pense avant même qu'elle ne parle. C'est étrange et merveilleux à la fois. Cette révélation m'a émue profondément. Le lien entre les jumelles, brisé pendant si longtemps, s'était reconstitué comme si les années de séparation n'avaient été qu'une parenthèse dans leur relation. La nature avait repris ses droits, plus forte que tous les mensonges d'Antoine. Plus tard, ce soir-là, alors que tout le monde s'était retiré, je suis restée seule sur la terrasse, savourant la douce brise d'été. Une étoile filante a traversé le ciel, brillante traînée de lumière dans l'obscurité. J'ai fermé les yeux, formulant un vœu silencieux, non pas pour moi, mais pour cet enfant à naître, première génération d'une famille enfin réunifiée, qu'il grandisse entouré d'amour, de vérité et de cette force particulière qui nous avait permis à tous de surmonter l'impensable. 25 ans de recherche, de larmes et d'espoir avaient culminé en ce moment parfait. Ma famille était complète. Le cercle s'était refermé. Et devant nous s'ouvrait un avenir que je n'aurais jamais osé imaginer pendant ces longues années de solitude. La vie nous avait finalement rendu ce qui nous avait été volé. Pas seulement Juliette, mais l'espoir, la joie, la possibilité d'un bonheur simple mais profond, celui d'être simplement une famille. Et tandis que la nuit enveloppait doucement la propriété de Fontainebleau, j'ai murmuré un merci silencieux à cette force mystérieuse qui nous avait finalement réunis contre toute attente, malgré tous les obstacles. Un merci pour ma famille retrouvée, pour cette seconde chance que la vie nous offrait. Demain serait un nouveau jour, le premier d'une longue série où nous serions ensemble, où nous apprendrions à nous connaître vraiment, où nous construirions des souvenirs pour compenser ceux qui nous avaient été volés. Demain serait le début du reste de notre vie, ensemble. Voilà comment s'achève mon histoire, cette histoire qui a bouleversé ma vie et celle de ma famille. Une histoire de trahison, de mensonges, mais aussi de résilience, d'amour et finalement de rédemption. En vous la partageant aujourd'hui, j'espère toucher vos cœurs et peut-être même inspirer ceux d'entre vous qui traversent des épreuves similaires. Pendant 25 longues années, j'ai vécu avec cette douleur constante, ce vide laissé par l'absence de ma fille Juliette. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque événement familial était marqué par cette chaise vide, cette présence manquante.
Amélie grandissait avec ce fantôme à ses côtés, cette sœur jumelle qu'elle n'avait connue que 3 mois, mais dont l'absence se faisait sentir au plus profond de son être. Lucien, mon fils aîné, portait en lui cette colère sourde contre un père qui avait détruit notre famille par orgueil et vengeance. Et pourtant, malgré toute cette souffrance, nous n'avons jamais cessé d'espérer, jamais cessé de chercher, jamais cessé d'aimer. Cette persévérance, cette foi inébranlable en la possibilité de retrouver Juliette un jour, a été notre lumière dans les moments les plus sombres. Quand je repense à ce mariage, à ce moment où Juliette a remercié Sylvie comme sa vraie mère, je ressens encore cette douleur aiguë, ce coup de poignard en plein cœur. Mais je comprends aujourd'hui que Juliette ne pouvait pas savoir. Elle était elle-même victime d'un mensonge élaboré, tissé par Antoine et indirectement soutenu par mon propre frère Victor. Une manipulation qui l'avait privée de sa véritable histoire, de sa véritable famille. La révélation de la vérité ce jour-là a été comme un tremblement de terre, détruisant les fondations mêmes sur lesquelles Juliette avait construit son identité. Je salue encore son courage, sa force de caractère, sa capacité à affronter cette vérité dévastatrice et à reconstruire sa vie à partir de ses ruines. Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles. Il y a eu des moments de doute, de colère, de confusion, des larmes versées en secret, des nuits d'insomnie où les questions sans réponse tournaient en boucle dans nos esprits. Pourquoi Antoine avait-il agi ainsi? Comment Victor avait-il pu trahir sa propre sœur? Comment réparer 25 années de séparation forcée? Mais il y a eu aussi des moments de joie pure, de connexion profonde, de guérison progressive. La première fois que Juliette a appelé Amélie « ma sœur », avec ce mélange d'émerveillement et d'évidence dans la voix. La première fois qu'elle a passé une nuit entière dans notre appartement, acceptant enfin de baisser sa garde. La première fois qu'elle m'a appelé « maman », ce mot simple mais tellement significatif qui a fait chavirer mon cœur. Et puis ce moment magique sur la terrasse de notre maison de famille à Fontainebleau, quand Juliette m'a annoncé sa grossesse. La boucle était bouclée. Une nouvelle génération allait naître, libre des mensonges et des manipulations qui avaient marqué notre histoire. Un nouveau départ, une page blanche sur laquelle nous pourrions écrire une histoire différente, plus lumineuse. Aujourd'hui, 3 ans après ces révélations, notre famille est plus forte que jamais. Juliette et Marcel sont les heureux parents d'un petit Gabriel qui a récemment fêté ses 2 ans. Amélie s'est mariée l'été dernier avec Thomas, cet homme merveilleux qui l'a soutenu pendant toute cette période tumultueuse. Lucien et sa compagne Claire attendent leur premier enfant pour le printemps prochain. Quant à Antoine, il a finalement reconnu ses torts, après des mois de déni et de tentatives de manipulation. Une thérapie intensive l'a aidé à comprendre la gravité de ses actes, l'impact dévastateur qu'ils ont eu sur toutes nos vies. Juliette a progressivement repris contact avec lui, établissant des limites claires, mais lui permettant de connaître son petit-fils. Ce n'est pas un pardon complet. Certaines actions sont trop graves pour être simplement pardonnées, mais c'est une forme de paix, une façon d'avancer sans être prisonnier de la rancœur. Sylvie, quant à elle, a refait sa vie loin d'Antoine. Elle et Juliette maintiennent une relation distante, mais cordiale. Après tout, malgré les mensonges qui ont entouré leur relation, Sylvie a sincèrement aimé Juliette comme sa fille pendant toutes ces années. Victor, mon frère, reste l'ombre de cette histoire. Toujours au Brésil, refusant tout contact, il continue apparemment à vivre dans le déni de ses actes. Philippe m'a assuré qu'il avait cessé tout soutien financier à Antoine dès que la vérité avait éclaté. C'est une blessure qui ne guérira peut-être jamais complètement. Cette trahison fraternelle motivée par une jalousie dont j'ignorais l'existence. Si je vous raconte tout cela aujourd'hui, c'est parce que je crois au pouvoir des histoires. Je crois qu'en partageant nos expériences, même les plus douloureuses, nous pouvons aider d'autres personnes à traverser leurs propres épreuves. Je crois que la vérité, aussi difficile soit-elle à entendre parfois, est toujours préférable au mensonge. Je crois en la résilience de l'esprit humain, en notre capacité à nous reconstruire, à guérir, à aimer à nouveau malgré les blessures. Peut-être êtes-vous en ce moment même séparé d'un être cher. Peut-être cherchez-vous des réponses à des questions qui vous hantent depuis des années.
Peut-être vivez-vous avec ce sentiment inexplicable qu'il vous manque une partie essentielle de vous-même. Si c'est le cas, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que l'espoir est parfois la seule chose qui nous reste, mais que c'est aussi la plus puissante. Ma famille et moi avons traversé l'impensable, mais nous sommes toujours là, plus forts, plus unis que jamais. Chaque jour est un cadeau, une opportunité de créer de nouveaux souvenirs pour remplacer ceux qui nous ont été volés. Chaque moment passé ensemble est précieux, un rappel que malgré tout ce qui peut nous être enlevé, l'amour, lui, ne peut jamais vraiment être détruit. Chers amis qui m'avez suivi jusqu'ici, je vous remercie du fond du cœur pour votre attention, pour le temps que vous m'avez accordé. Si mon histoire vous a touché, si elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, j'aimerais vous demander de vous abonner à notre chaîne Souvenirs de grand-mère. Chaque semaine, nous partageons des histoires comme la mienne, des témoignages authentiques qui rappellent la complexité, la beauté et parfois la cruauté des relations familiales. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de ces histoires qui, je l'espère, vous apporteront réconfort, inspiration ou simplement un moment d'évasion dans la vie d'autres personnes. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de mon témoignage, si vous avez vécu des expériences similaires ou simplement pour partager vos réflexions. Vos commentaires sont une source inestimable de soutien et d'encouragement, non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui partagent leurs histoires sur cette chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, un j'aime serait également grandement apprécié. Ce simple geste nous aide à atteindre plus de personnes, à toucher plus de cœurs, à créer cette communauté bienveillante que nous nous efforçons de bâtir jour après jour. Je voudrais également vous parler du Merci, notre système de soutien financier qui nous permet de continuer à produire ces vidéos quotidiennes. Créer ces contenus demande du temps, des ressources, un travail considérable de recherche et de production. Votre contribution, même modeste, nous aide à couvrir ces frais et à maintenir la qualité que vous êtes en droit d'attendre. Grâce à votre générosité, nous pouvons continuer à donner une voix à celles et ceux qui, comme moi, ont des histoires importantes à partager. Je tiens à vous remercier, vous qui êtes allés jusqu'au bout de mon récit. Votre présence, même virtuelle, a donné un sens à mon témoignage. C'est dans le partage, dans cette connexion humaine qui transcende les écrans, que réside la véritable valeur de ces histoires. D'où venez-vous? Quelle était votre histoire? Avez-vous vécu une séparation familiale similaire? Je serais honorée de lire vos témoignages dans les commentaires, de créer ce pont entre vos expériences et les miennes. N'oubliez pas de consulter nos autres vidéos, d'autres récits tout aussi poignants vous y attendent. Et qui sait, peut-être y trouverez-vous des échos de votre propre vie, des réponses à vos questions, ou simplement ce sentiment réconfortant de savoir que vous n'êtes pas seul dans vos épreuves. Je vous dis à bientôt sur Souvenirs de grand-mère pour de nouvelles histoires, de nouveaux témoignages, de nouvelles émotions partagées. Prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez jamais que même dans les moments les plus sombres, une lumière persiste. Il suffit parfois de la patience d'une vie entière pour la voir briller à nouveau.